L'ESA passe à l'étape supérieure en matière de communication ultra rapide par satellite. Atterrissage qui tient qu'à un fil, ou voire 4. SpaceX accélère la fabrication de son Starship. Blue Origin et le déboire de son New Glenn. Le français Latitude nous montre son matériel. L'Inde et son ambition spatiale. Le prototype du Space Rider progresse à grands pas. L'italien Siderus ferme ses portes. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. L'Agence spatiale européenne a officiellement lancé la nouvelle phase de son projet ambitieux Hydron, qui veut dire High Throughput Optical Network. Ce projet vise à créer un réseau de communication laser à ultra haut débit, souvent décrit comme une fibre optique dans le ciel. Lors du 41e symposium spatial à Colorado Springs, l'ESA a attribué un contrat de 18,6 millions d'euros à l'entreprise canadienne Kepler Communications. Le système Hydron utilise des lasers plutôt que des ondes radio traditionnelles pour transférer des données. Cela permet d'atteindre des débits de l'ordre du terabit par seconde, tout en étant plus sécurisé et moins sujet aux interférences. Le but est de connecter des satellites en orbite basse avec d'autres orbites plus hautes et avec les infrastructures au sol, créant un réseau Internet spatial fluide et ultra rapide. Kepler dirigera un consortium incluant plusieurs partenaires européens tels que Vioma et Tesat en Allemagne, Astrolight en Lituanie et Embryonic en Irlande. Voilà comment certaines entreprises chinoises prévoient de récupérer leur premier étage. Pas de bras de Mechazilla, mais plutôt des câbles. Bien que la taille du démonstrateur soit petite, c'est quand même impressionnant de voir ce qu'ils souhaitent faire sur Terre ou même en mer. À Starbase, pas vraiment grand chose à dire. Les véhicules premier étage numéro 19 et Starship numéro 39 sont de retour au site de production après les essais moteurs statiques. Le Starship numéro 41 est à présent en phase d'assemblage. C'est celui qui volera pour son essai en vol numéro 14. Blue Origin a lancé sa New Glenn avec un premier étage réutilisé appelé Never Tell Me the Odds. Le premier étage s'est bien séparé et redescendu sur mer dans le golfe du Mexique. Et il a atterri sans souci sur le drone ship Jacqueline. Bravo à Blue Origin pour avoir fait voler son premier étage 2 fois. Par contre, Blue Origin a indiqué sur X.com que sa charge utile, un satellite de communication téléphonique par satellite de AST Space Mobile, a été placé sur la mauvaise orbite, trop basse pour que les moteurs du satellite puissent ajuster son orbite. AST Space a mentionné sur X.com que son satellite rentrera dans l'atmosphère et donc sera prochainement détruit, ce qui n'aide pas la fiabilité du deuxième étage du New Glenn. Les premières données suggèrent que lors du deuxième allumage du deuxième étage, l'un des moteurs BE3U n'a pas produit une poussée suffisante pour atteindre l'orbite ciblée. La compagnie française Latitude, située près de Reims, a bien progressé avec son deuxième étage. Voilà quelques photos du prototype du deuxième étage à l'échelle 1, contenant même ces systèmes. La CSMA chinoise a sélectionné 2 membres d'équipage de l'Inde qu'ils vont entraîner pour devenir taïkonautes et passer du temps à la station spatiale chinoise Tiangong. Un changement relativement notable de coopération spatiale entre la Chine et l'Inde. Space Rider est la toute première navette spatiale européenne réutilisable et non habitée qui servira de laboratoire dans l'espace, voire même de capsule de ravitaillement. Les tuiles de protection thermique en céramique et les volets de contrôle ont passé avec succès les tests en tunnel de plasma en Italie. Ils ont résisté à des températures de 1600 degrés Celsius, simulant la chaleur infernale de la rentrée atmosphérique. Vous pouvez également voir le prototype qui prend forme. Le vol inaugural est prévu en 2028, lancé par une Vega C, mais d'autres essais comme atterrissage par parachute seront effectués plus tôt. Je vous avais mentionné dans un épisode précédent du constructeur italien Siderus qui souhaitait concevoir un lanceur suborbital complètement réutilisable. Sa charge utile était de seulement quelques kilogrammes, un business case pas très excitant. Ce n'est donc malheureusement pas surprenant que cette compagnie vient de fermer boutique. L'espace est sans pitié.
Le 17 avril, les forces spatiales russes ont lancé une Soyouz 2.1B depuis la Russie pour une mission classifiée Cosmos 2609-2616. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 4C depuis la Chine pour sa mission Daki 2. Daki 2 est un satellite d'observation de la Terre spécialisé dans la surveillance de l'environnement atmosphérique pour la lutte contre le changement climatique et la pollution. Le 19 avril, Blue Origin a lancé une New Glenn depuis la Floride pour sa mission Bluebird Block 2. La charge utile est un lot de 8 satellites Bluebird pour fournir une communication 4G et même 5G directement sur les téléphones mobiles standards. Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a atterri sur le drone ship Jacqueline, un exploit monumental pour Blue Origin pour sécuriser sa rentabilité. Par contre, l'un des deux moteurs BE-03U, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas fonctionné correctement durant le vol et a donc relâché sa charge utile sur une orbite trop basse. Ces 8 satellites ont ensuite brûlé dans l'atmosphère peu après. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1722. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 21 avril, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour la mission GPS-3 SV10, un satellite GPS américain. Le premier étage a volé pour la 7e fois et a atterri sur le drone ship Just Read Instructions. Après 156 atterrissages de Falcon 9 en plein golfe du Mexique sur le drone ship Just Read Instructions, SpaceX vient d'annoncer qu'il retire ce drone ship des opérations Falcon 9 pour le dédier aux opérations Starship. C'est un signal fort de montée en puissance avant même d'avoir fini le développement du Starship. Le 22 avril, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Virginie pour une mission HASTE pour la compagnie Hypersonic Launch Systems. La charge utile est un véhicule démonstrateur pour voler à des vitesses hypersoniques. Le 23 avril, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Kokushin Rising, 8 satellites de démonstration de technologie pour le compte de la JAXA. L'un d'entre eux est un satellite OrigamiSat 2 qui teste une antenne déployable utilisant des technologies de pliage origami capable de s'étendre jusqu'à 25 fois sa taille repliée. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1714. Le premier étage a volé pour la 5e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Un peu plus tard, les forces spatiales russes ont lancé une Angara 1.2 depuis la Russie pour sa mission Cosmos 2617 jusqu'à 2620. Bien sûr, la charge utile est confidentielle. Le 24 avril, CASC a lancé une longue marche 2D depuis la Chine pour la mission SatNet, comprenant 4 satellites de démonstration de technologie Internet pour la constellation SatNet, aussi appelée Guowang. Le 25 avril, la CASC a lancé une longue marche 6 depuis la Chine pour la mission PRSCEO3. La charge utile est un satellite d'observation de la Terre à haute résolution. Le même jour, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1A depuis le Kazakhstan pour sa mission de ravitaillement de l'ISS appelée Progress MS-34. Cette capsule est arrivée à la station quelques heures plus tard avec près de 3 tonnes de marchandises. Cette mission arrive juste après la mission précédente car le pas de lancement avait été endommagé, ce qui a retardé ses vols de plusieurs mois. Le 26 avril, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1716. Le premier étage a volé pour la 15e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 28 avril, ULA a lancé une Atlas V depuis la Floride pour une mission Amazon Leo LA-06, le compétiteur du Starlink de SpaceX. Le 29 avril, SpaceX a lancé une Falcon Heavy depuis la Floride pour sa mission Viasat 3. La charge utile est le 3e et dernier satellite de télécommunication à haut débit, plus de 1 terabit par seconde. Le premier étage a 3 corps. Un d'eux a volé pour la 22e fois, quant au deuxième, il a volé pour la 2e fois. Tous deux ont atterri de retour sur site. Le corps central, par contre, était neuf et n'a pas été réutilisé. En résumé, du 1er janvier au 29 avril 2026, 97 fusées ont été lancées avec succès, 65 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela d'ailleurs 41 étaient des missions Starlink de SpaceX, 23 de Chine et 8 de Russie. Les couleurs de cette image du télescope spatial Hubble de la NASA racontent l'histoire de la densité au sein de la nébuleuse de la Trifide, une région de formation d'étoiles située à environ 5000 années-lumière de la Terre.
En haut à gauche, là où le bleu est éclatant, la quantité de poussière est la plus faible. Ici, une puissante lumière ultraviolette a arraché les électrons du gaz environnant, créant une lueur, tandis que les vents stellaires ont sculpté une bulle en balayant la poussière aux alentours. La poussière plus épaisse apparaît d'un brun foncé. Dans le coin à l'extrême droite, qui est presque d'un noir d'encre, la poussière est à son maximum de densité. Des étoiles formées sont parsemées à travers la scène. Leur lumière et leurs vents stellaires ont également nettoyé les zones immédiates qui les entourent. Sur des millions d'années, le gaz et la poussière qui composent cette nébuleuse, également connue sous le nom de Messier 20, disparaîtront pour ne laisser place qu'aux étoiles. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.